rapporteur, j'appelle maintenant dans le texte de la commission l'article unique de la proposition de loi. Monsieur Krabal, vous êtes inscrit sur l'article. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mon cher Joël. Donc, avec l'adoption ce matin de la prescription en matière pénale, et donc avant le vote de ce texte, et tout à l'heure, avant la prolongation de la période de légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour les femmes à l'issue de leur congé lié à la grossesse et à la maternité, qui j'espère sera voté, je voudrais saluer, moi, la qualité des propositions faites par mes collègues et puis surtout l'esprit de consensus qui apparaît dans cet hémicycle ce matin et qui sent bon. Je trouve qu'à un moment où on peut douter de l'action politique, même si les textes qui sont votés ne vont certainement pas bouleverser toutes les problématiques qui sont posées, mais je voulais saluer cet aspect et donc remercier toutes celles et tous ceux qui participent à cette volonté de faire avancer la cause politique. Et donc sur ce texte particulièrement, bien évidemment, pourquoi est-il nécessaire de revaloriser le capital des sociétés coopératives? Ça a été dit, parce qu'il y a une diminution depuis 2007 des taux indexés pour atteindre un pourcentage très très bas en 2015. Et pourtant, l'attractivité des parts sociales des coopératives apparaît limitée et volatile, avec les risques donc de voir les sociétaires se détourner de ce type de placement, ce qui fragilise le modèle économique coopératif. Au-delà des aspects techniques, financiers, pour rétablir l'attrait des parts sociales, il s'agit véritablement d'un acte politique, d'un acte économique. Et au-delà des impacts pour les banques coopératives, dont on a bien pris en compte les enjeux économiques, je veux ici rappeler, comme l'ont fait d'autres avant moi, le rôle prépondérant que tiennent les coopératives dans les domaines agricoles et viticoles, au-delà des autres. N'oublions pas que dans ces domaines, c'est historiquement la coopérative qui est le fruit d'une réflexion à chaque fois pour survivre à la crise. En effet, pour reconstruire l'agriculture d'après-guerre ou encore pour faire face aux terribles crises viticoles de la fin du XIXe siècle, la coopération a pu voir le jour. Donc, en ces périodes de crise, de chômage de masse, de doute, il est nécessaire de renforcer ce modèle coopératif. Oui, il faut le renforcer car, sans reprendre les chiffres qui ont été énoncés tout à l'heure sur l'emploi, sur la participation des coopérateurs, je voudrais rappeler que nos coopératives, ça a été dit, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, font vivre notre ruralité. C'est ce réseau qui est basé sur la solidarité et des activités non délocalisables. Dans un contexte d'instabilité et de concurrence exacerbée, où l'on se confronte trop souvent aux résultats catastrophiques à court terme du capitalisme, les structures coopératives présentent l'immense avantage d'une garantie de pérennité et de gestion à long terme. Et je voudrais ajouter encore que là, il n'y a pas de problème de transmission, de filiation, ce qui n'est pas forcément le cas dans les entreprises des autres statuts. Voilà autant de raisons pour que cette période de crise, il faille, par tous les moyens, renforcer ce modèle coopératif. Et je soutiens aussi les propositions qui ont été faites. Il faut que nous allions encore plus loin. Donc, parce que les coopératives, c'est un vecteur de progrès économique et social. Voilà pourquoi je voulais remercier mes collègues. Merci, Monsieur Krabal. Vous vous souvenez bien sûr que le temps est de 2 minutes, Monsieur Krabal. Je vais donc donner la parole à Madame la rapporteure générale Rabault pour présenter l'amendement numéro 1. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier notre collègue Joël Giraud qui, dans cette proposition de loi, a su défendre les coopératives. On sait qu'il est un ardent défenseur de l'économie sociale et solidaire. Et il a su aller au-delà de ce qui avait été adopté en loi de finances en décembre dernier. Alors, moi, j'ai déposé cet amendement suite à un épisode que j'ai trouvé assez malheureux pour la démocratie de notre Assemblée, qui s'est passé en décembre dernier. En décembre dernier, le 14 décembre, j'ai reçu un texto à 11h du soir du président de BPCE, me disant « L'amendement que vous avez déposé tombe donc très mal. » L'amendement de suppression que j'avais déposé pour des raisons juridiques. Je suis d'ailleurs ravie que le Conseil constitutionnel m'ait donné raison sur ce point. Mais je voulais quand même illustrer le fait que notre Assemblée, nous, députés, ne pouvions répondre ainsi à des injonctions de lobbies qui défendent des intérêts privés. Ce texto, je peux faire passer mon téléphone à qui le souhaite
et pourra constater ce qui est écrit. Il est même écrit dans ce texto que ce texte aurait été discuté depuis 9 mois avec le gouvernement, l'amendement qui avait été proposé, et effectivement, il exprimait une certaine forme d'impatience face au dépôt et au vote de cet amendement. Alors, aujourd'hui, moi, je salue vraiment la proposition de Joël Giraud, vraiment, parce que défendre l'économie sociale et solidaire, défendre les coopératives, avoir cette capacité de rémunérer la part sociale, c'est quelque chose d'important. Mais 2017, mes chers collègues, ce sera une année importante, nous le savons, mais ça marquera aussi les 70 ans de la loi de 1947. Cette loi, elle a vécu 70 ans sans qu'il y ait quasiment de modification. Ça veut dire que tout le monde était content, si elle a duré 70 ans. C'est un modèle qui satisfaisait. Et aujourd'hui, on voudrait augmenter cette rémunération sans condition. Eh bien, l'amendement que je propose vise uniquement pour le secteur bancaire, j'exclus les coopératives agricoles que vous avez tous citées, à faire en sorte que les 2% de plus puissent s'appliquer à condition que les tarifs bancaires, la carte bleue que vous payez, les chèques de banque que vous payez, n'augmentent pas plus vite que l'inflation. Il s'agit de protéger le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Et je me permets de m'appuyer sur ce point, sur une note qui a été mise en ligne, que je peux aussi vous donner, elle est en ligne, donc c'est public, sur le site de la Fédération française bancaire, qui date du 4 janvier 2016, c'est pas vieux, 4 janvier 2016, qui dit, je vous la lis, « Les prix des services bancaires sont stables et évoluent moins vite que l'inflation. Par conséquent, mon amendement, ne brise en rien l'esprit de la PPL de M. Giraud, puisqu'il est écrit que d'ores et déjà, les prix des services bancaires seraient en ligne avec l'inflation. Par conséquent, votez mon amendement, n'endommage en rien la PPL de M. Giraud, c'est juste un parapluie, une protection, pour qu'il n'y ait pas des tentatives à augmenter beaucoup plus vite le prix des services bancaires par rapport à l'inflation. Et là, nous remplissons 2 objectifs, mes chers collègues. Protéger le pouvoir d'achat des Français et faire en sorte que le modèle mutualiste, les coopératives dans leur ensemble, puissent avoir une rémunération de leur part sociale, vous l'avez tous dit, qui soit juste, mais qui ne répondent pas à des injonctions de lobby. Merci Madame la rapporteure. Madame la rapporteure générale, et je donne maintenant la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Madame la rapporteure générale, je voulais déjà vous dire en propos liminaire que n'ayant pas reçu de texto, peut-être parce qu'on sait que si je reçois un texto de ce type, il arrive que mes anciennes fonctions fassent que les conditions dans lesquelles les relations avec la personne concernée peuvent aller un peu trop loin, je condamne bien évidemment ces pratiques et je tenais à le dire. Vous avez tout à l'heure dit que depuis 70 ans, le référentiel n'avait pas changé. Ça n'est pas tout à fait vrai puisque il a quand même changé 3 fois le référentiel relatif aux problématiques de la rémunération des parts sociales. Donc le texte de 47 a été certes immuable dans son texte législatif, mais le référentiel ayant changé 3 fois, il y a eu quand même une évolution depuis à un certain nombre d'événements et à un certain nombre d'adaptations au marché. Alors votre amendement, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs lors de la discussion générale, enfin en tant que rapporteur, je précise qu'il a été déjà repoussé ce matin par la commission des lois, propose de réserver le bénéfice de la revalorisation qui est proposée par cette PPL aux seules banques coopératives qui n'augmenteraient pas leurs frais bancaires au-delà de l'inflation, ce qui correspond de facto à leur gel compte tenu du fait que l'inflation a été nulle en 2015. Alors, en ce sens, il vise à limiter les potentiels travers des établissements bancaires qui pourraient être tentés d'utiliser cette nouvelle marge de manœuvre pour augmenter leur attractivité au détriment de leurs clients. Et je peux comprendre votre inquiétude sur ce plan. Mais il me semble que dans le cas d'espèce, ce risque n'est pas trop avéré, pour plusieurs raisons. D'abord, le montant moyen des parts sociales et le niveau actuel du TMO sont trop faibles pour que la revalorisation puisse conduire à des dérives. On l'a rappelé tout à l'heure. En plus, il s'agit davantage de résoudre un problème qui est une aberration économique à l'heure actuelle, puisque le chiffre d'affaires du secteur, qui est le secteur donc du coopératif, augmente de manière continue depuis des années, alors que la rémunération des parts sociales s'est pendant ce temps-là effondrée. Mais toutefois, moi, je tiens à vous dire que la problématique que vous soulevez, qui est liée au comportement responsable des banques, reste très forte.
notamment dans ce contexte actuel d'augmentation des tarifs bancaires. Et je m'associe sinon à l'amendement dont je souhaite le retrait au regard des nombreuses difficultés qu'il présente, notamment sur ce texte, de façon à ce qu'il puisse être adopté dans de bonnes conditions aussi chez nos collègues sénateurs et qu'il puisse être mis en application de manière rapide et efficace compte tenu des difficultés du secteur. Donc je note quand même cet appel de la rapporteure générale au gouvernement, peut-être à l'occasion d'ailleurs un clin d'œil à la loi Sapin 2, pour disposer d'assurances sur le niveau de surveillance actuel de l'activité des établissements bancaires qui me semble moral. Pour autant, je demande le retrait de cet amendement, sinon ce sera, je le regrette, un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Valérie Rabault. Sur cet amendement que vous nous proposez, je pense qu'il risquerait de rendre inopérant la réforme qui est proposée, ce qui nous est proposé par cette proposition de loi qui a été, je veux le redire là, votée à l'unanimité. Et je vois deux problèmes. Premièrement, un problème d'opportunité par le fait qu'il lie des problématiques très différentes. Sur l'enjeu, sur le fond, tout d'abord par rapport à l'enjeu de financement des banques coopératives et mutualistes par leurs sociétaires et de stabilité de leur capital qui n'a pas a priori de lien direct avec l'évolution des tarifs bancaires concernant tous les établissements de crédit et le gouvernement a par ailleurs porté des mesures sur ce sujet. Et puis il entraînerait également un risque de différence de traitement entre les banques mutualistes et coopératives d'une part et les banques capitalistiques classiques d'autre part, puisque le dispositif de conditionnalité porterait uniquement sur les banques mutualistes et coopératives. Ensuite, un autre problème plus pratique, cette conditionnalité serait difficile à mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. Premièrement, les périmètres de frais bancaires ne sont pas homogènes entre les banques. Et ensuite, la référence à l'année en cours paraît difficile à mettre en œuvre. La rémunération des parts sociales doit être fixée par les assemblées générales au premier semestre. Elle ne peut donc pas dépendre des évolutions tarifaires de l'année en cours. Et je veux rappeler de manière générale que la réforme proposée est une correction nécessaire et légitime pour maintenir l'attractivité des parts sociales qui constituent le capital des sociétés coopératives. Et je veux également rappeler que le dispositif de plafonnement modifie uniquement le niveau de rémunération potentiel et que le niveau d'intérêt effectivement versé restera décidé par les assemblées générales des coopératives. Les parts sociales sont par ailleurs proposées aux clients des banques, aux sociétaires, et ne constituent pas des financements levés sur les marchés comme les actions. C'est pourquoi, Madame la rapporteure, le gouvernement vous propose de retirer votre amendement ou bien, dans le cas contraire, nous proposerions à l'Assemblée de voter défavorablement. Merci, Madame. Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je n'ai pas non plus reçu de texto, mais je suis étonné de cet amendement qui vient tout juste d'être déposé sans avoir pu être examiné au fond par la Commission des lois mercredi dernier. À la lecture de ce premier amendement, mais je remarque que c'est aussi le cas du second, celui du gouvernement, il ne concerne que le secteur bancaire coopératif et non pas l'ensemble du mouvement coopératif. Or, nous avons là un texte qui concerne l'ensemble du mouvement coopératif. Cet amendement propose donc que pour bénéficier de la possibilité de majorer de 2% la rémunération servie, l'établissement concerné devra justifier que l'augmentation annuelle de ses tarifs sur ses services bancaires et financiers ne dépasse pas l'inflation hors produit du tabac. Je crains que ce type d'amendement ne réponde pas aux attentes des banques mutualistes et coopératives. Je pense même qu'elles y sont totalement opposés. Nous avons là une proposition de loi destinée à renforcer l'attractivité du modèle coopératif français. Je l'ai dit en discussion générale, nous avons dans ce modèle une importante source de vitalité pour notre économie. Or, cet amendement est doublement discriminatoire. S'il était adopté, les banques coopératives seraient les seules à voir les modalités de rémunération de leurs titres de capital conditionnées à des contraintes d'activité, ce qui n'est pas le cas des banques capitalistiques. Elles seraient ainsi les seules coopératives à voir le bénéfice de cette mesure générale conditionnée à des contraintes en termes d'activité. Merci, Madame Rabault. Non, c'est une des deux.
Alors, je vais maintenir cet amendement parce que, Madame la Ministre, je ne partage aucun des points que vous avez évoqués. Quand vous êtes sociétaire, vous achetez une part à 100 et vous n'avez pas de risque de valeur. C'est-à-dire que si un jour vous voulez la revendre ou la recéder, vous la recédez à 100. Quand vous êtes dans un système capitalistique, comme vous le dites, vous achetez une action, vous l'achetez 50 et puis elle peut valoir demain 100 comme elle peut valoir 0. Donc effectivement, il y a un risque qui est associé, qui fait qu'il y a un paiement de dividendes et qu'on n'est pas du tout dans le même système. Vous dites il y aurait uniquement des conditions sur ce point-là. Oui, il y a des conditions. Moi, c'est une proposition qui est faite parce que on change l'esprit, en tout cas on change le référentiel qui est porté aujourd'hui par la loi de 1947 qui a certes évolué, mais par conséquent, moi je considère que notre Assemblée, c'est pas la première fois que je le défends, c'est quand il y a quand on propose des évolutions qui sont en quelque sorte un peu plus avantageuses, je suis d'avis que le législateur puisse définir des conditions, c'est-à-dire pas donner un chèque en blanc à l'ensemble des avantages qui peuvent être accordés. Donc c'est pour cette raison que j'ai déposé cet amendement et que je le maintiens. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Qui est pour cet amendement? Merci. Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Nous avons un amendement numéro 2 présenté par le gouvernement. Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement propose là de compléter la proposition de loi par un amendement visant à encadrer les modalités de commercialisation des parts sociales. Et cet amendement viendrait compléter précisément l'article du Code monétaire et financier relatif aux parts sociales des banques, mutualistes et coopératives. Je signale que les coopératives bancaires sont les seules concernées par la commercialisation à grande échelle des parts sociales auprès de leurs sociétaires. Concrètement, nous partageons les objectifs des banques coopératives et mutualistes qui souhaitent développer le sociétariat à grande échelle en proposant à leurs clients d'acquérir des parts sociales, mais nous souhaitons apporter toutes les garanties nécessaires aux souscripteurs potentiels. L'objectif est donc de s'assurer que tous bénéficient d'une bonne information sur la nature et les risques associés à la détention de parts sociales et de conseils de la part des banques. Et nous souhaitons que les produits proposés soient bien adaptés à la situation financière personnelle des souscripteurs et à leurs objectifs d'investissement. Je veux rappeler là que les parts sociales sont un titre de capital pour les banques coopératives et mutualistes. Elles ne présentent pas de risque de marché puisque leur valeur ne fluctue pas à la différence des actions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais leurs détenteurs sont malgré tout exposés à un risque financier, notamment en cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement en difficulté en cas notamment de crise bancaire. Les parts sociales sont par ailleurs des produits financiers faiblement liquides dans la mesure où leur cession est très encadrée. Nous proposons donc là de préciser les obligations des établissements qui commercialisent les parts sociales en s'inspirant des dispositifs en vigueur pour d'autres types de produits, par exemple les titres financiers comme les actions et obligations ou les certificats mutualistes dans le domaine des assurances mutualistes. L'application de ces dispositions sera contrôlée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le régulateur national placé auprès de la Banque de France. Les banques mutualistes et coopératives ont été informées de ce projet qui confortera les actions qu'elles ont d'ores et déjà mises en place pour conseiller leurs clients de façon adéquate. Cet amendement permettra donc de renforcer l'encadrement de la commercialisation des parts sociales en augmentant les obligations d'information et de conseil au bénéfice des sociétaires des banques mutualistes. Merci Madame la Ministre. L'avis de la Commission, s'il vous plaît, Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Je me suis déjà exprimé tout à l'heure sur cet amendement. Il s'agit d'inscrire, Madame la Ministre vient de le dire, dans la loi les règles qui encadrent la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes. Alors, ce sont des règles qui sont d'ores et déjà appliquées, je dirais, par les banques concernées. Quand on est sociétaire d'une banque de ce type, on reçoit en général un petit livret qui est parfaitement explicite sur ce plan. Donc, en ce sens, cela pourrait paraître superfétatoire
sans faute d'orthographe. Mais au-delà, je pense que cette inscription, je le disais tout à l'heure, va permettre à la CPR de s'en assurer dans le cadre des contrôles. Et c'est effectivement un filet de sécurité qui, au-delà d'apparaître comme superfétatoire, peut être intéressant pour protéger, j'allais dire, les sociétaires d'éventuelles dérives. Donc j'y suis favorable. Je vous remercie. Monsieur Lurton, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Ce deuxième amendement déposé par le gouvernement est donc relatif à la rémunération des parts sociales. Il conduirait, s'il était adopté, les banques coopératives et mutualistes à modifier tout le processus de vente des parts sociales, puisqu'il faudrait qu'elles recueillent les exigences et les besoins de leurs clients, et c'est dès la première part sociale, et ce dès la première part sociale. Cette disposition est étonnante car elle renverse le principe de proportionnalité puisqu'elle applique un traitement moins favorable à un titre peu risqué qui ne présente pas un investissement financier majeur. Enfin, j'ajoute, Madame la Ministre, quel choc de complexification quand nous lisons le deuxième alinéa de l'amendement. Si vous voulez bien, je veux en reprendre quelques éléments. Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée, de leur connaissance et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leur objectif de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée. Vraiment, je trouve qu'on complique beaucoup les choses. Merci. Je vais donc... Oui, Madame Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je trouve l'amendement du gouvernement très bien. Je le voterai donc. Nous demandons dans les textes, notamment sur la loi bancaire qui a été adoptée en 2013, à ce que les clients ou les sociétaires ou les actionnaires, enfin tous celles et ceux qui achètent des produits financiers ou qui investissent dans des parts sociales, puissent être bien conscients de leur acte d'achat ou de leur acte de souscription. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous achetez une part sociale, vous devez signer bon pour accord. La Cour de cassation est extrêmement, nous l'avons rencontré avec la Commission des finances, notamment sur tous ces sujets, sur toute l'obligation des mentions obligatoires pour être bien certain que celles et ceux qui choisissent d'investir, d'acheter une part sociale, soient bien conscients de l'acte qui est engagé. Donc pour ma part, je soutiens pleinement l'amendement du gouvernement. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente de me redonner la parole. Donc, simplement pour répondre à Monsieur Lurton, je crois que les choses sont claires. Il est écrit expressément dans cet amendement, pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Ça veut dire que on n'est pas sur une usine à gaz de complexification, mais sur quelque chose qui est aussi adapté à la situation. Je crois que cet alinéa lève des ambiguïtés qui auraient pu exister. Merci. Je pense que nous allons maintenant mettre aux voix cet amendement numéro 2 rectifié. Je rappelle que c'est un amendement du gouvernement avec avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.